Décor dantesque, réalisateur maudit et production folle, bienvenue sur Tournage, le podcast des pires histoires du grand écran. Cinéphiles et curieux, bienvenue dans ce premier épisode de Tournage, le podcast dédié au cinéma par l'histoire de ses tournages les plus fous. Et aujourd'hui, budget pharaonique et maladie, histoire d'amour et tempête, entrons sur le plateau de tournage du film Cléopâtre. Nous sommes dans le cinéma du début des années 60. Le péplum est alors au sommet de l'affiche. Stanley Kubrick et William Wyler viennent de triompher, l'un avec son Spartacus et l'autre avec son Ben-Hur, ces deux films finissant d'établir Kirk Douglas et Charlton Heston en stars absolues du grand écran. Aux États-Unis comme en Europe, les succès se multiplient pour ce genre de film. Le péplum, en racontant des histoires issues de l'Antiquité, en évoquant le grandiose et le dramatique de Rome, de la Grèce et de l'Égypte antique, remplit le cinéma depuis 10 ans. Violence, sensualité, tensions politiques et drames intimes, il ne manque rien à ses œuvres pour attirer le public en salle. C'est le moment que choisit le producteur Walter Wanger pour proposer son idée de revisiter l'histoire de la légendaire Cléopâtre au président de la 20th Century Fox, Spyros Skouras. La rencontre se fait le 30 septembre 1960. Le studio accepte la proposition du producteur, espérant juste renouveler le succès de l'un de ses tout premiers opus, le Cléopâtre de 1917. Walter Wanger se retrouve donc à la supervision d'un projet très ambitieux, mais au contour trop flou, d'autant que bientôt, tous les participants possibles et imaginables semblent s'être concertés pour décliner l'offre et ne plus convenir le moment venu. Les comédiens tout d'abord. Avant même d'être officiellement délégué par la Fox, dès 1958, Wanger est en quête de celle qui sera, pour les spectateurs, la belle et tragique Cléopâtre. Nombreuses sont les prétendantes. On pense tout d'abord à Joan Collins. Elle passe un casting, et comme elle est déjà trop identifiée à son rôle dans Terre des Pharaons de Howard Hawks en 1953, elle doit céder sa place à Audrey Hepburn, qui ne sera pas choisie non plus. Comme elle le révélera plus tard dans un entretien, Joan Collins a surtout eu à pâtir de comportements qui rappellent étrangement l'affaire Weinstein. Un rôle que je convoitais était celui de Cléopâtre. Le chef de la Fox à l'époque, Buddy Edler, et le président du conseil d'administration, un gentleman grec assez âgé pour être mon grand-père, m'ont bombardé de questions en me promettant que le rôle m'appartiendrait si je devenais gentil avec eux. C'était un euphémisme répandu à Hollywood. Je ne pouvais pas, et je ne le ferais pas. La pensée même de ces vieillards était absolument répugnante. Alors, j'ai esquivé, et je me suis caché d'eux. J'ai trouvé des excuses tout en subissant des castings sans fin pour le rôle de la reine d'Égypte. À un moment donné, Monsieur Edler m'a dit lors d'une fête que j'aurais le choix des scripts après Cléopâtre et qu'il m'installerait dans un appartement qu'il paierait tant qu'il pourrait venir me rendre visite, 3 ou 4 fois par semaine. À court d'excuses, j'ai laissé échapper. Monsieur Edler, je suis venu ici avec mon agent, Jay Counter. Pourquoi ne discutons-nous pas de l'accord avec lui ? Chérie, tu as un bon sens de l'humour. Et un sens de l'humour est tout ce que vous obtiendrez de moi, murmurai-je en partant. Parmi ces producteurs sans scrupules, on songe un temps à Marilyn Monroe pour le rôle de Cléopâtre. Nous verrons plus tard que ce film n'a pas porté chance à la belle Marilyn. Dernier recours, c'est Elizabeth Taylor qui est approchée. Pour la blague, l'actrice accepte, mais à condition d'être payée à hauteur d'1 million de dollars, soit à peu près la moitié du budget de base du film. Surpris, le studio la prend au sérieux et finit par accepter. Le casting du reste de l'équipe est tout aussi chaotique. Il est temps de trouver un réalisateur, mais aussi des acteurs pour les rôles de César et de Marc-Antoine. Après qu'Hitchcock ait refusé le film, par peur d'être englué dans les embarras, c'est Rouben Mamoulian, notamment connu pour avoir réalisé La Reine Christine avec Greta Garbo, qui est choisi pour diriger le film. Pour les acteurs, les premiers choix de Wanger se portent sur Laurence Olivier pour César et Richard Burton pour Marc-Antoine. Mais Olivier décline l'offre et le studio ne veut pas de Burton.
il est finalement décidé que Peter Finch jouera César et Stephen Boyd sera Antoine. Le romancier britannique Nigel Bechin est engagé pour écrire un scénario et John DeQuir travaille sur les décors. On choisit l'Italie comme cadre de travail pour être fidèle à la géographie de l'histoire. Été 1960, le tournage peut débuter et avec lui, une montagne d'ennuis. Première déboire. La production, qui vous allez le voir n'est pas à une imprévision près, débarque cet été à Rome, dans une ville qui n'a pas les moyens logistiques de bien l'accueillir. Et pour cause, en effet, au même moment, ce n'est rien de moins que les Jeux Olympiques qui occupent toutes les capacités d'accueil de la ville éternelle. Le tournage s'éternise, et le réalisateur Mamoulian s'impatiente de ne pas pouvoir tourner ses plans dans les endroits prévus. Le budget commence à grimper, et avec lui des dépenses incontrôlées autant que souvent stupides. Des exemples: 160 000 $ de gobelets en plastique, 80 000 $ d'eau minérale parmi les notes de frais les plus extravagantes. Alors qu'on lui annonce que le studio prévu ne permet même pas d'être insonorisé du reste de la ville, le réalisateur décide de plier bagage. On se rapatrie en toute urgence en Angleterre pour relancer le tournage au début du mois de septembre sur le sol britannique. Mais rien ne s'améliore. Si l'été à Rome n'a rien permis, l'automne anglais est encore pire. Le temps pluvieux, le froid permanent ne correspondent pas avec l'idée que l'on doit se faire du climat méditerranéen des aventures de la reine d'Égypte. Une partie de l'équipe, dont Elizabeth Taylor, qui incarne le rôle titre, tombe malade. La santé de la star est même sérieusement compromise. Mamoulian l'a raconté lui-même quelque temps après le tournage. Les compagnies d'assurance se sont affolées. Elles ont exigé qu'on tourne les quelques scènes restantes en attendant la guérison de Lise. C'était de la folie. La pluie, la boue, la neige fondue, le brouillard. Tout ça avec 700 figurants. Et même quand il faisait à peu près beau, à peine on prononçait un mot que de la buée sortait de la bouche des acteurs. C'était le pôle Nord, pas l'Égypte. Tout ça était grotesque. Excédé par les retards, insatisfait des réécritures permanentes du scénario, et alors que seules 10 petites minutes du film ont été tournées, le réalisateur Mamoulian claque la porte et démissionne. Tout est à refaire. En urgence, on doit lui trouver un remplaçant. Ce sera Mankiewicz, qui a l'avantage pour lui d'avoir déjà tourné par le passé avec Elizabeth Taylor. Des semaines, puis des mois durant, alors que le nouveau venu essaye tant bien que mal de terminer de réécrire une énième version du scénario, la santé de l'actrice principale ne cesse de se dégrader. Nous sommes maintenant au mois de mars 1961 et un diagnostic tombe. Liz Taylor souffre d'une pneumonie. Pour s'en sortir, elle doit subir en urgence une trachéotomie. La presse qui s'en informe fait courir la rumeur de sa mort. Chaque jour d'absence de l'infortuné coûte 100 000 $ au studio. Dans ce climat si particulier, Mankiewicz parvient à arracher un délai et peut profiter du deuxième été consécutif de préparation du film pour peaufiner ses premiers décors prévus. Il choisit de nouveaux acteurs masculins, les anciens ne pouvant rester dans l'aventure. Pour jouer César, ce sera Harrison, avec qui il a déjà travaillé plusieurs fois, et pour Marc-Antoine, Richard Burton, qui avait été déjà envisagé. Nous arrivons donc en septembre, mais problème encore et toujours. Le réalisateur n'a pas eu le temps, avec tous ses remaniements, de terminer son scénario. Une seule solution, tourner le jour et écrire la suite, la nuit, pratiquement sans dormir, en se droguant pour cela. Il le racontera quelque temps après. Je me levais à 5h30, 6h du matin et je prenais un cachet de Dexedrine. On me faisait une injection après le déjeuner pour que je tienne toute l'après-midi. Puis on me faisait une injection le soir pour que je puisse écrire jusqu'à 2h du matin et une injection à 2h pour que je puisse dormir. Et ça, tous les jours. Un matin, le pire arrive. L'infirmière lui injecte par erreur son cocktail médicamenteux dans le nerf sciatique, l'obligeant à se déplacer sur une canne dans le meilleur des cas et sur un fauteuil roulant le reste du temps. Au-delà, c'est toute l'équipe qui est éprouvée. Le tournage s'éternise tout au long de l'année 1961. Les décors s'avèrent être trop gigantesques, en décalage complet avec la réalité des proportions et des lieux originels. Liz Taylor, qui ne veut plus transiger avec sa santé, en profite pour s'absenter souvent et sans raison apparente, profitant de sa résidence avec cuisinier personnel et d'une loge tout confort
tout près du décor du film. Pour motiver ses absences répétées, elle ira jusqu'à prétexter avoir ses règles à peu près toutes les semaines. Le nouveau César, incarné par Rex Harrison, s'en agace et une véritable guerre d'ego se lance sur le plateau entre lui et elle. Les semaines passent et le tournage n'en finit plus. Un jour, une manifestation de figurants dégénère en émeute. Un autre jour, c'est une explosion sur le plateau qui tue une personne et en blesse plusieurs autres. Enfin, il semble que le mauvais temps britannique a décidé de traquer l'équipe jusque sur le sol italien. Les Romains racontent n'avoir jamais vu un temps aussi affreux qu'en cette fin 1961. Le 1er octobre, alors que le tournage vient juste de reprendre, la pluie se met à tomber dru. Et quelque temps après, c'est une tempête qui se déchaîne sur le décor du forum, en grande partie inondé. Rien ne sera épargné au film. Nous arrivons au cœur de l'automne. Liz Taylor, en reine égyptienne, et Richard Burton, qui incarne quant à lui Marc-Antoine, se rapprochent encore et finissent par tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Problème, Liz et Dick sont déjà en couple et mariés chacun de leur côté. On tente alors désespérément de garder le secret pour ne pas ajouter de nouveaux problèmes au film. Mais une fois de plus, la presse va vite, très vite deviner ce qui se passe et alimenter les rumeurs galopantes. Un journal italien, mal informé, déclare que c'est le réalisateur Mankiewicz et Taylor qui ont un flirt et que Burton n'est qu'une couverture. Pour s'amuser de la situation et discréditer les journalistes, le réalisateur affirme que c'est en fait avec Burton qu'il a une histoire entre garçons, tandis que Liz leur servirait d'alibi. Plus tard, l'histoire d'amour passionnée entre nos deux tourtereaux sera révélée, entre la belle Taylor et le charismatique Burton. De lui, et de la passion intense qui commença cette année-là entre eux, voici ce que l'actrice américaine a confié quelque temps avant sa mort. Je pense que nous nous sommes aimés presque trop fort. Nous étions tellement avec l'autre, tellement dans son esprit et dans son âme, que nous avons commencé à perdre, chacun notre identité. Dieu merci, nous avons vécu ça. Été 1962. Alors qu'il a coûté 44 millions de dollars, soit plus de 20 fois ce qui était normalement prévu, le tournage se termine enfin, après 2 années pénibles. À cause des dépassements délirants du budget, la 20th Century Fox est au bord du précipice. Quelques mois avant même la fin du tournage, des mesures d'urgence financière sont prises. Skouras quitte la direction de la Fox, remplacé par Daryl Zanuck. Le nouveau patron précipite la fin du tournage et surtout, il impose son propre montage du film contre l'avis du réalisateur, qui ambitionnait une version plus longue, divisée en 2 films de 4 heures. Nous aurons droit à la place à un film de 3 heures. Terrible effet ricochet, la Fox adopte une politique de rigueur qui enterre de nombreux autres films du studio et qui aura une conséquence inattendue sur Marilyn Monroe. La star mondiale, elle-même en difficulté du fait de sa fragilité mentale, tourne au même moment le film Something's Got to Give, une autre production de la Fox. Le studio a peur que les dépenses de cet autre tournage ne s'ajoutent à celles de Cléopâtre pour finir de mettre à mort l'entreprise. Marilyn reçoit des pressions et des intimidations croissantes du studio sur le tournage du film. Conséquence, quand elle surviendra en plein milieu du tournage, beaucoup verront, dans la disparition tragique de Marilyn, la réponse à toutes les pressions qu'elle eut à vivre de la part de la Fox. 1963 verra la sortie du film en salle. Et c'est un succès. Bien que le film ne parvienne qu'à peine à rembourser son coût pharaonique, il est acclamé par le public et par la critique, obtenant 4 Oscars pour sa direction artistique, sa photographie, ses costumes et ses effets visuels. Les conséquences à long terme du Cléopâtre de Mankiewicz sont très nombreuses. Passé tout près de la faillite à cause du coût de cette production trop ambitieuse, la Fox, suivie en cela par tous les autres studios de production, abandonne, et pour longtemps, les films à grand budget et les reconstitutions d'époque.
Conséquence encore, le genre du péplum disparaît pour 40 ans avant sa renaissance via le film Gladiator en 2000. Au-delà, c'est tout un cinéma de divertissement par grand spectacle qui disparaît des salles et va permettre l'éclosion d'une nouvelle façon de faire du cinéma. On abandonne les projets trop coûteux au profit de films à thèse ou à histoire, budgétés de petite manière, et dont la réalisation est confiée à une nouvelle génération de réalisateurs alors inconnus. Les Scorsese, De Palma, Coppola, Hooper vont prendre le devant de la scène. On parlera bientôt d'eux comme le nouvel Hollywood. Mais ceci est une autre histoire. Dans le prochain épisode, jungle hostile et folie ambiante, alcool fort et drogue dure, nous entrerons sur le tournage du film Apocalypse Now. Et d'ici là, prenez soin de vous et matez du cinéma.